Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, Gadon Bonheur, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui alimente un projet, faire d'Haïti une république de lecteurs. Ça se passe sur la télévision Caraïbe et nous sommes enchantés de vous présenter cette émission. Pour aujourd'hui, nous allons, vous et moi, faire une expérience d'humanité, de respect et de considération pour une catégorie d'intellectuels en Haïti. Qui a dit, mesdames et messieurs, que la vue était le seul moyen d'accéder au savoir, d'accéder à la culture? Mesdames et messieurs, mon invité du jour a été frappé de cécité. Glaucome en est la cause. C'est tombé dans sa vie malheureusement autour de 15-16 ans. Mais il demeure un intellectuel patenté. Il demeure quelqu'un ayant fait une scolarité universitaire remarquable. Et aujourd'hui, il est sur ce plateau pour nous parler de ses lectures. Pour nous parler, j'ai bien dit, de ses lectures, alors qu'il n'a pas la vue. Gadon Bonheur, ça se passe sur la télévision Caraïbe. Je vous laisse respirer. Voici la rubrique Temps Poème. Pour la rubrique Temps Poème, je vais vous lire un court texte d'Evelyne Trouillot, un texte que je vais prendre dans Islande, suivi de La mer entre lait et sang, un recueil de nouvelles. Mais il y a des passages qui sont d'une poésie à couper le souffle dans ce recueil de nouvelles. Je ne connais pas la couleur du jour. Je ne peux tolérer la lumière et refuse de me laisser prendre à ces utopies de clarté. La noirceur me remplit et me laisse à mes rêves d'ombre grise. Elle satisfait mes besoins de terre profonde et me permet d'accueillir ma peur avec gravité. Nul ne frappe à ma porte. Je me méfie de l'amitié qui veut m'imposer sa générosité et sa compassion. Comme ces femmes qui insistent pour porter l'enfant de l'homme qu'elles disent aimer, acte d'égoïsme suprême, vouloir à tout prix reproduire l'objet de leur indignité et garder contre son gré un souvenir qui ne sait pas encore qu'il n'est qu'un reflet d'une image souvent déformée. Je n'ai que faire des lendemains meilleurs. Evelyne Trouillot, je n'ai que faire des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous. Si vous m'appelez d'Angelo Néer, je ne me fâcherai pas. Je reçois aujourd'hui Frédéric. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, nous allons revoir quelques classiques. Nous allons discuter avec Voltaire. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, nous allons faire un clin d'œil à l'une des meilleures plumes autrichiennes, Stefan Zweig. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, nous allons parler de psychologie.
Nous allons parler de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Nous allons parler de la condition des non-voyants et des malvoyants dans le monde et en Haïti particulièrement. Je reçois un licencié en psychologie de la faculté d'ethnologie. Et là, il est en train de finir une scolarité de droit à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Monsieur parle anglais, il a fait tous les diplômes requis par l'Institut français en Haïti, le DELF et le DALF, le DALF étant le diplôme approfondi d'études en langue française. Je reçois Grégoire. Jean-Frédéric Grégoire, qui a été malheureusement, pourquoi je dis malheureusement, c'est une maladie comme toutes les autres, qui a été frappé de cécité. Mon invité est aveugle, il est un intello. Bienvenue Frédéric. Alors merci D'Angelo. Donc comme c'est dit, je suis Jean-Frédéric Grégoire, psychologue licencié, étudiant en troisième année de droit, entre autres. Voilà. Psychologue licencié à la faculté d'ethnologie. La première question des gens serait, Jean-Frédéric, il faudrait une école spéciale avec un mode d'accès particulier au contenu des cours pour que tu puisses devenir psychologue. Comment tu as procédé? Quand nous savons comment nos facultés fonctionnent, il n'y a pas forcément une politique pour permettre à toutes les catégories de citoyens, peu importe leur handicap, d'accéder au savoir. Comment ça s'est passé pour toi à l'ethnologie pour que tu puisses faire ces études? Alors d'abord, très bonne question. Lorsque j'ai terminé mes études classiques en 2014, eh bien, immédiatement, je suis entré à la faculté d'ethnologie par voie de concours. Donc, c'est ça, j'étais 18e dans le concours sur 200 étudiants postulants environ. Alors, ça a été très bien. Et bon, tout simplement, il n'y a pas une adaptation particulière à ma personne. Cependant, il y a eu une sorte d'aménagement des examens, par exemple. Au lieu de me les donner sur papier dur, support dur, on me les a donnés tout simplement sur format numérique et j'ai mon ordinateur adapté et parce que moi j'ai suivi ce qu'on appelle l'informatique adaptée, c'est-à-dire que la personne soit en situation de cécité, que la personne ne le soit pas, donc nous sommes tous deux capables d'utiliser un ordinateur correctement. Voilà. Donc là, tu nous dis, et pour passer le concours déjà, est-ce que déjà à la faculté, ils savaient que tu étais frappé de cécité? Ils ont adapté l'examen d'admission pour toi? Comment ça s'est fait? Bon, ça a été vraiment une véritable galère dans la mesure où déjà lorsque je suis apparu sur le site d'examen et tout le monde était quelque part ahuri. Oh mais écoutez, une personne en situation de cécité qui vient passer les concours quelque part et on ne sait pas comment s'y prendre. Cependant, il y a eu un étudiant qui a pu lire pour moi parce qu'à l'époque j'utilisais ma machine à taper. Donc c'est Shakespeare. Alors Zéphirin Shakespeare, il a lu pour moi les examens, etc. Et puis j'ai répondu correctement aux questions. Et voilà, j'ai réussi avec brio le concours. Donc la première chose qu'il faut savoir, et c'est un préjugé qu'on va faire tomber ensemble, quelqu'un qui est frappé soit de cécité ou de surdité ou de n'importe quel handicap affectant ses sens, cette personne-là reste en très bonne santé intellectuelle et cognitive. Ah, cela va se dire. Cela va se dire parce que, comme disait Maurice de la Cistrade, dans son texte, on va en parler tout à l'heure. Donc, certes, la personne est atteinte de cécité, mais écoutez, et cela ne veut pas dire pour autant que toutes ses facultés intellectuelles seraient quelque part atrophiées dans l'obscurité. Donc, la personne voit clair dans son esprit. Ça, Et tu es un lecteur, c'est ce qui justifie ta présence sur ce plateau. Et tu es, à mon avis, à ce niveau, un modèle vivant pour tout jeune haïtien ayant tous les sens ou ayant perdu un sens dans le cours de la vie. Parce que pour moi, la cécité, c'est comme une gastrite. Moi, je souffre de gastrite, j'ai des problèmes à l'estomac, ça fait des années. Pour moi, la cécité, c'est la même chose. C'est une pathologie qui, au lieu de s'attaquer aux reins, aux poumons, ou je ne sais plus quel organe du corps, s'attaque aux yeux, malheureusement. Toi, tu es un lecteur. Dis aux gens qui te regardent là maintenant, comment tu arrives à lire et pourquoi tu lis. Ok, très bien. Alors, justement, d'abord, sur le plan conceptuel, la cécité, la déficience, la notion de déficience est définie dans la CIM10, qui est la classification internationale des maladies, comme étant une altération des fonctions physiologiques du corps, d'un organe, etc. Alors, justement, comme tu l'as si bien dit, D'Angelo, justement, la cécité, donc ça, c'est une altération au niveau des yeux. Donc, il n'y a que les yeux qui ne fonctionnent plus, mais ça a des répercussions sur le fonctionnement social. Cependant, ça ne
prive pas pour autant la personne de toutes ses activités sociales, culturelles. Bon, pour revenir à ta question, comment est-ce que je fais pour lire? D'abord, j'utilise les fichiers électroniques, format Word, PDF. Mais il y a ce qu'on appelle le braille, l'écriture braille, qui est une écriture là où il y a des points en relief. Donc, c'est à l'aide du toucher que les personnes en situation de cécité lisent. Mais moi, particulièrement, je connais le braille très bien. Par contre, je ne l'utilise pas. J'utilise de préférence la technologie avec les fichiers Word, PDF, Excel, les fichiers électroniques, entre autres, autrement dit. J'ai mon ordinateur qui est muni d'une application qui c'est NVDA, Non-Visual Desktop Access. Il y a également JAWS, qui est un programme élaboré par Freedom Scientific, qui est un grand magasin qui s'occupe de les outils technologiques pour les personnes en situation de cécité aux États-Unis et partout dans le monde également. Alors, ces appareils technologiques-là me facilitent amplement la tâche concernant mes lectures. Maintenant, pourquoi je lis? D'abord, D'Angelo, pour te dire vrai, j'étais tout simplement autrefois très sportif, très athlétique. Mais après que je suis frappé de cécité à partir de 2011, fin 2010, début 2011, alors je me suis dit, mais écoutez, en Haïti, et voilà, je ne peux plus pratiquer le sport, mon sport favori qui est le football. D'ailleurs, j'évoluais à l'Aigle Noir. Ah bon? J'étais dans la U15, dans le club U15 de l'Aigle Noir, etc., qui se trouve à Delma 2. Et puis, mais je me suis dit, mais maintenant, il y a certaines choses que je ne pourrais plus faire. Et maintenant, comment pallier cette situation? Et de là, je me suis réintégré scolairement à IFRS, Institution Françoise René de la Serre. Donc, ça a été très bien là-bas, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût de la lecture avec mes professeurs là-bas, M. Rosé, Saint-Bert, M. Jumel-Gédéon, etc. Et vraiment, ce sont des personnes qui m'ont inspiré. Et la littérature, la philosophie. Et puis, je me suis dit, mais écoute, Grégoire, quelque part, tu dois commencer à lire. Et pour devenir comme ces professeurs-là, ces éminents professeurs-là, qui tout le temps parlent de livres, encore et encore, et ceci à n'en plus finir. Et maintenant, je me suis dit, mais je dois lire. Déjà, avec mes premières années à la faculté d'ethnologie, j'ai commencé à lire des discussions, des partages de lecture avec certains amis. Et tout ceci, c'est sur mon ordinateur d'ailleurs. Donc, voilà. Maintenant, ça répond à un besoin de me faire reconnaître dans la société parce qu'il y a certaines choses que je ne pouvais plus pratiquer, dont le football. Et maintenant, c'est comment résoudre ce problème, cette situation, Donc, comment pallier cette situation. Pour le football, tu l'as quelque peu cristallisé dans la lecture, pour parler un peu comme Freud. Ouais. Justement. Donc, tu as fait ce travail-là. En parlant de littérature, il y a un romancier haïtien qui te plaît beaucoup, il me semble. On va commencer par lui dans tes choix de textes. C'est le gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué de gouverneur de la Rosée pour que tu décides d'en parler à la télévision? Alors, d'abord, gouverneur de la Rosée, c'est un texte et partout en philo, en seconde, etc. On commençait à nous en parler. Et puis partout à la radio, on cite le nom de Jacques Roumain. Et je me suis dit, mais écoute, comment ce texte-là a-t-il pu autant retenir l'attention? Ça, c'est une véritable question, une question très pertinente. Et je me suis dit, mais il faut approfondir ce texte. Et de là, j'ai téléchargé ça sur les classiques des sciences sociales. Et là, je rends un vibrant hommage à Jean-Marie Tremblay. Donc voilà, les classiques des sciences sociales, parce que là, on parle d'accessibilité pour tous. Parce que moi, je ne peux pas les lire sur format dur, comme vous les lisez, ces textes-là. Alors moi, j'ai pu le télécharger sur Classique des sciences sociales. Et puis, j'ai ça sur mon ordinateur et j'ai commencé à lire. Et de là, j'ai pu me rendre compte véritablement de la beauté de ce texte. D'une part, de la qualité de l'écriture, un français créolisé, avec des... me voici, oui, me voici quelque chose. Donc, c'est ça. Et puis l'ironie, par exemple, et je crois que c'est Délira, qui parlait d'Anaïs, et elle lui a dit que voilà, c'est pas fille longue ça, qui semble un gol qui une exote. Donc, c'est très beau, c'est très beau. Alors, c'est ça, entre autres, et surtout, il y a
le syncrétisme religieux. Alors, c'est très prégnant, très vivant en Haïti, d'autant que et vous pouvez voir les Haïtiens, donc, ils prient là, et en sous-bassement, c'est un catimini, donc ils ont le dieu du vaudou, l'Egba, Zili, etc., qu'ils prient. Alors, c'est ça, et telles sont entre autres les raisons qui me poussent à parler de Jacques Roumain. Mais est-ce que tu l'as lu avec ton application là, sur ton ordinateur, ou tu as écouté le livre audio directement? Alors, justement, c'est une différence à faire. Et il y a mon ordinateur qui est muni d'une application. Alors, l'application, c'est une lectrice d'écran, un lecteur d'écran. Alors, ça lit pour moi. Alors, cela se différencie des livres audio, de la mesure où les livres audio, c'est comme une lecture coulante. Oui, c'est un Donc, comédien que justement, tu as, un qui lit le comédien, texte. etc. Et on n'a pas la possibilité de manipuler le texte. On n'a pas la possibilité de faire des commandes pour demander à l'ordinateur de lire pour nous, par exemple, mot par mot, phrase par phrase. Donc, c'est plus accessible, les textes sur format Word, PDF, etc. Or, lorsqu'on a la possibilité de manipuler le texte, eh bien, ça nous facilite amplement la tâche. C'est comme on a l'impression qu'on lit le texte par soi-même avec ses propres yeux. Donc, Ok. c'est ça. Mais retournons maintenant dans Jacques Roumain. Dis-moi ce que tu penses d'Anaïs qui va tomber amoureuse de notre ami Manuel. Manuel représente quelque chose à Fond-Rouge. Il représente celui qui vient de loin. Il représente celui qui a des idées. Il est un intellectuel en quelque sorte. Il veut trouver l'eau. Et c'est cet homme-là qui va mériter l'amour d'Anaïs. Est-ce que cela signifie pour toi que très souvent les femmes, au-delà de la bonté de Manuel, est-ce que les femmes sont attirées par le pouvoir, par les hommes de pouvoir, par les hommes qui ont des idées, par les hommes qui pensent le monde? Est-ce que ces hommes-là ont un meilleur capital de séduction que les autres? Alors, bon, c'est une question à laquelle vraiment il n'y a pas qu'une réponse, il y aurait quelque part des réponses, mais je dirais oui, dans la mesure où, comme vous l'aviez vu, Anaïs, elle a jeté son dévolu sur Manuel. Mais Manuel, lui, il symbolise l'espoir. L'espoir, dans la mesure où lui, il a vu que, voilà, et la situation est chaotique à Fond-Rouge, mais il y a quelque part moyen d'y remédier. Et ceci, il a pris des mesures en conséquence. Et l'un des aspects que j'adore beaucoup dans ce texte, c'est que cette réalité décrite par Jacques Roumain à Fond-Rouge s'apparente encore à aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui, on ajouterait tout simplement la notion d'insécurité. Il y a encore la misère, et la misère est devenue encore plus abjecte. Mais aujourd'hui, on ajouterait tout simplement la notion d'insécurité. D'insécurité, en effet. Et puis, Manuel, lui, il ne se livre pas à des approches lancées tous azimuts, notamment les approches théocratiques, dans la mesure où c'est la providence qui agit, c'est Dieu qui agit, etc. Nous sommes châtiés, etc. Ouais. Mais lui, il a pris ses responsabilités, c'est la notion de responsabilité. C'est vrai qu'il y a cette dimension très profonde dans le gouverneur de la Rosée. C'est une dimension très profonde. Et Jacques Roumain, et du moins Manuel, le personnage, il dit il faut en finir d'appeler les dieux pour résoudre les problèmes qui sont posés à nos vies, quoi. Justement, d'ailleurs, nous sommes les principaux responsables. C'est à nous maintenant de pallier cette situation. Donc voilà, lui, il ne se livre pas au Dieu uniquement. Donc il a tout simplement pris ses responsabilités pour aller chercher l'eau. Et malheureusement, et dans le contexte actuel où nous sommes, et vraiment, on a besoin de manuels. Ouais. Manuel, mais je dirais de préférence de manuel collectif. Parce qu'un homme à lui seul ne peut pas résoudre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais. Donc c'est le collectif des hommes sérieux, intègres, qui vraiment souhaitent changer l'ordre des choses ici-bas. J'allais te dire également, Manuel, malheureusement, il a été assassiné Oui, justement, par un alors qu'il vilain. incarnait l'espoir, alors qu'il incarnait le pouvoir, la bienveillance et l'amour aussi. Il était très épris d'Anaïs. Il a été tué. Est-ce que cela signifie symboliquement, très cher Frédéric, que même si nous avons les meilleures volontés du monde, même si nous avons la meilleure âme du monde, il y a quand même des gens, des jaloux, des haineux qui vont nous cracher dessus et qui vont tout faire pour nous éteindre? Bon, oui, je dirais oui.
Naturellement, oui. Parce que ces gens-là, parfois, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Ce sont des personnes qui ont des intérêts terre à terre, de bas instincts. Par contre, Manuel, lui, il voit plus loin. Mais et ceci, il a une dimension vraiment, je dirais, c'est un surhomme dans la pensée de Nietzsche, dans la mesure où D'Angelo, lui, il a tout simplement dit, et voilà, et certes, et je vais mourir, mais écoutez, continuez s'il vous plaît à bercer mon idée, à réaliser mon objectif. Et ceci, il a intimé l'ordre à toute la communauté avant de mourir, de ne pas parler et de ne pas dire, voilà, la personne qui m'a assassiné quelque part. Et c'est ainsi que euh, les personnes, parce qu'il voulait éviter à tout prix Qu'il y ait une l'émeute, vengeance, justement, une ouais. émeute dans la communauté. Et d'ailleurs, il y a le, le vieil esprit de vengeance entre les deux, durant le conflit terrien, entre les deux, Les deux grandes familles, là. justement, les deux aïeux de grandes familles. Donc et voilà, lui, il a quelque part une dimension supérieure. C'est un rassembleur. Justement, un rassembleur. Et Voilà. c'est tellement dommage de constater, et on va dire, est-ce qu'on peut parler d'échec, mais étant donné qu'il a été assassiné, et c'est un message qu'on envoie aux gens, il ne faut pas mettre à terre les rassembleurs, il ne faut pas tuer les agents de développement dans la société. Justement. Et contre les jaloux, on ne peut pas s'en prémunir, se protéger certaines fois. Mais le plus important, c'est de faire des pépinières pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs, ceci indépendamment de notre présence. Ça, c'est très beau, c'est un élément à considérer chez Jacques Roumain et à travers son personnage Manuel. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Frédéric Grégoire qui a été frappé de cécité. Mon invité ne voit pas. Mon invité est un lecteur. Là, on vient d'explorer Gouverneur de la Rosée, qui est un roman pétillant, chargé politiquement de messages d'union qu'il vous invite à lire, mesdames et messieurs. Deuxième auteur qui te fascine, il me semble que c'est le fameux Voltaire. Mais tu as choisi Candide. De tous les Voltaires, pourquoi Candide? Alors, puisque je suis en psychologie, je suis psychologue et notamment j'adore Martin Seligman. D'ailleurs, Martin Seligman, lui, il est le chef de file de la psychologie positive. On dit de Martin Seligman qu'il est, lui, le Sigmund Freud du 21e siècle. Et vous savez la dimension que Sigmund Freud a apporté à la psychologie, la fameuse notion de l'inconscient. Eh bien, Martin Seligman, lui, il était tout simplement un spécialiste de la dépression, c'est-à-dire les personnes attristées, etc., les personnes qui manifestent, qui ont un repli social, un retrait social, etc., les personnes qui voient le monde en noir. Eh bien, lui, il avait rencontré une femme. Et puis, un jour, cette femme lui a dit, voilà, voilà ce qui a changé ma vie. Et de lors même, il s'est dit, mais écoutez, pourquoi regarder l'autre face, pourquoi ne pas regarder de préférence l'autre face de la médaille? Et c'est ainsi qu'il a inventé la notion de résilience, etc., et la fameuse notion de psychologie positive. Eh bien, avec Candide, j'adore la positivité de Candide. Et ceci par son maître Pangloss. Et ceci, dans Candide également, j'ai pu me rendre compte vraiment de la répulsion de Voltaire pour l'esclavage. D'ailleurs, dans ce texte, et lorsque Candide et son valet, alors, son valet, lorsqu'ils ont rencontré une personne qui était privée de ses deux jambes, et puis la personne eut à dire, voilà, c'est à ce prix-là que vous, en Europe, vous pouvez consommer le sucre, etc. Donc, quelque part, ça illustre sa répulsion pour l'esclavage, etc. Donc, surtout, c'est la positivité de Candide, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Absolument, ça c'est sa fameuse phrase, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et que dire, Frédéric, de la langue de Voltaire? Ah, c'est vraiment un langage sans détour. Donc, lui, il dit ce qu'il a à dire. C'est un vraiment. Lorsqu'il critique quelqu'un, c'est vraiment des diatribes. Et ceci, diatribes, c'est peu dire dans la langue de Voltaire. Et il était bon, on se rappelle de ses querelles avec Rousseau. Rousseau, certainement, certainement. Alors, pour le public, un diatribe, ça va au-delà des critiques. Ce sont des critiques sévères. Voilà. Donc, c'est ça. Mais avec Voltaire, un brin de positivité, cette phrase, je lis grandement.
quand tu ne trouves pas ton compte dans un monde, tu le trouveras dans un autre monde. C'est pour dire que voilà, et ici, c'est quelque part, tu n'as pas de succès ici, et bien quelque part ailleurs, tu trouveras ce succès, ce que tu recherches là véritablement. Absolument. Alors, c'est ça, c'est la positivité de Candide. Et justement, ce texte-là est quelque part précurseur de la psychologie positive. Donc, la psychologie positive, il trouve sa racine. Mesdames et messieurs, je reçois Jean-Frédéric Grégoire et nous ne sommes pas dans une émission de compassion. Nous sommes dans une émission qui justement réhabilite toutes les catégories de citoyens qui existent dans ce pays afin que tous ces citoyens puissent non seulement avoir un accès privilégié à la culture, mais qu'ils puissent, comme mon invité, en parler et inspirer d'autres jeunes à bouquiner. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante de l'émission Délivrez-vous que nous vous présentons toujours avec un bonheur. Et aujourd'hui, je reçois un bonheur d'invité, un soleil d'invité et c'est un garçon qui est très porté sur les études. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, laissez-moi vous dire que mon invité a été frappé de cécité et laissez-moi vous dire qu'être frappé de cécité n'enlève rien, n'altère en rien les capacités intellectuelles, les capacités morales, les capacités psychologiques. D'ailleurs, mon invité est licencié en psychologie. Et ça va être ma première question dans cette deuxième tranche de l'émission. De toutes les études que tu pouvais faire, pourquoi la psychologie? D'abord, pourquoi la psychologie? Vraiment, une question très pertinente et vraiment qui me pousse à aller vers ma classe de philo. Alors, j'ai eu un professeur de philosophie et puisque dans la philosophie, on a vu la psychologie, etc. Absolument. Et déjà, j'ai commencé à être passionné par les approches psychanalytiques, etc. Et voilà, les différentes l'itinéraire de la psychologie pour devenir la psychologie scientifique comme celle qu'on a aujourd'hui. Et puis de là, je me suis dit, mais écoutez, une science qui s'intéresse aux processus mentaux, au comportement, mais c'est extrêmement important. Et d'autant que l'homme, voilà, c'est un être qui fonctionne, comme on dit vulgairement, c'est mon notre meneli. Donc, pourquoi ne pas y accéder pour mieux comprendre voilà, les pensées, l'intentionnalité, le comportement des individus. Et c'est ainsi que je me suis inscrit à la faculté d'ethnologie. Et vraiment, là, ça a été un pur bonheur, et comme dirait Daniel Steele avec son texte. Voilà, et sincèrement, ça a été une expérience très, très enrichissante, florissante pour moi à la faculté d'ethnologie. Mais est-ce que cette étude en psychologie te donne une longueur d'avance dans ta capacité à comprendre les actions des individus dans nos sociétés? Oui, justement, parce que voilà, les théories sont là pour ça. D'ailleurs, les théories nous disent, voilà, par rapport avec telle ou telle circonstance, voilà les possibilités voilà, d'action, ouais, les éventuelles façons de se comporter. Voilà, et chaque individu, naturellement, il y a ce qu'on appelle la notion de différence individuelle. Par contre, les théories et la science, généralement, elle se base sur la notion de normalité statistique. Donc, c'est vrai, il se peut qu'il y ait écart. Par contre, mais la grande majorité de personnes vont agir de telle ou telle manière. Prenons un exemple simple. À l'adolescence, d'ailleurs, l'adolescence est caractérisée par les prises de risques, le sentiment de vulnérabilité, et puis rébellion, et
la mode, l'imitation de la mode, des idées en vogue, etc. Mais lorsqu'on rencontre un adolescent, à première vue, c'est ça qu'on va voir. Donc ça, quelque part, m'aide à mieux comprendre le comportement des individus. Maintenant, comment tu analyses intellectuellement et psychologiquement l'attitude de quelqu'un qui aurait tendance à stigmatiser quelqu'un frappé de cécité comme toi? Comment tu saisis sa psychologie à lui? Bon, d'abord, dans mon mémoire de sortie, j'ai alors essayé de comprendre quelles sont les représentations sociales des employeurs concernant les femmes à tête de cécité, ce au regard de l'emploi. Et bon, en termes de représentation, alors il y a la théorie de l'action raisonnée d'agent et Fishburne. D'après cette théorie, ils disent que voilà, la meilleure façon de comprendre le comportement d'un individu, c'est d'aller à l'intention de la personne. Parce que le comportement que vous voyez, ça passe déjà par l'esprit, par les processus mentaux. L'orchestration du comportement, ça se fait ici. Donc le comportement, c'est la manifestation visible, palpable des processus mentaux. Maintenant, une personne qui stigmatise, malheureusement, une personne qui est en situation de handicap quelconque, eh bien, quelque part, cette personne-là, il se peut qu'elle n'ait pas eu la chance de fonctionner, de voir le fonctionnement d'une personne en situation de handicap. Et lorsque la personne rencontre une personne en situation de handicap, et pour la première fois, et elle est comme étonnée, ah voilà, elle est différente. Et maintenant, pour y accéder, c'est à travers, d'abord, ce qu'on appelle les entretiens. Donc, c'est, par exemple, dans mon mémoire, pour m'enquérir des différentes représentations que les employeurs se font à propos d'une personne en situation de cécité, eh bien, si j'ai utilisé, par exemple, la méthode de l'entretien semi-directif, maintenant, je lui pose des questions, etc., relatives au thème. Eh bien, donc la personne va tout simplement me dire ce qu'elle pense, et ceci avec une technicité. Voilà. Donc, mais pour y accéder, c'est l'entretien. Bon, vulgairement, je dirais le dialogue, tout simplement. Ouais. Et c'est ça, c'est tellement dommage, et j'espère que cette émission va servir de plaidoyer auprès de différentes catégories de citoyens haïtiens afin qu'on arrête cette tendance à stigmatiser, à mettre de côté, à ostraciser un Haïtien, une Haïtienne, parce qu'il est frappé d'un handicap. Et justement, on va parler d'un livre qui est très cher pour toi, c'est Les aveugles par un aveugle. Est-ce que j'ai bien dit le titre? Bon, oui, c'est très bien dit. D'ailleurs, ce texte-là a été couronné par l'Académie française en 1904. Rappelle-nous le nom de son auteur. Alors, c'est Maurice de la Ciserane. Lui, voilà. Il est également frappé de cécité. Alors qu'il avait 8-9 ans, a-t-il dit dans le livre, en effet. Justement. Et lui, il a en guise de réponse au texte de Denis Diderot, et Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Et c'est très beau comme titre, il faut le dire. Et Denis Diderot, lui, il a parlé du fameux personnage Saunderson, et dans son texte, et un homme très brillant, etc., et qui a été professeur à Cambridge University. Donc c'est très beau. Mais ici, Maurice de la Ciserane nous montre les différents modes de fonctionnement d'une personne en situation de cécité. Pour lui, lorsqu'on fonctionne avec une personne en situation de cécité, parfois on est quelque part étonné pour chacun de ses gestes, etc., la précision qu'il y a parfois et l'intelligence. Mais lui, il a dit que voilà, et si on est ahuri à chaque effet et geste d'une personne en situation de cécité, c'est tout simplement, c'est comme on avait en tête que la personne, toute l'intelligence de la personne se serait atrophiée et engloutie dans l'obscurité. C'est très beau. C'est comme l'intelligence de la personne liée à aller dans l'obscurité, puisque la personne est dans le noir, et bien c'est comme l'intelligence dans le noir. Or, c'est nettement différent. Par exemple, si la personne est dans une surface lisse,
eh bien, ses pieds le touchaient, le sens Ouais, du toucher ouais. est encore là. Il en a parlé en effet. Mais justement, si l'espace, alors la surface est sablonneux, le plancher est sablonneux, etc., eh bien, il va s'en rendre compte facilement. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui m'arrive personnellement, et pas mal d'amis comme Gabriel Aladin, un très bon ami à moi, un frère, et parfois on se parle et on se dit, voilà, écoute, D'Angelo, comment me faire arriver dans l'hôpital ou bien dans ligne, dans BNC, etc. Je suis accompagné de quelqu'un. Et puis, au lieu que l'adresser moi, dit tout simplement adresser mon qui a avec moi. C'est comme quoi Ouais. je suis invisible. Je Mais n'entends c'est pas. mais je c'est suis vrai que invisible. on se casse dans le livre là comme ça, monsieur dans Non, train. dans train, hein, Avec justement. l'autre monde, et puis mon a dit, est-ce que monsieur ouais, ça l'a Justement. Ça c'est intéressant. Donc du coup, même soit la banque avec un monde, au cap aller ou son Ah, intellectuel, justement, tu m'abordes directement. Pourquoi une tierce personne? Donc, mais c'est vraiment étonnant. Vraiment et ça, on balance ça à l'écran. Il faut arrêter de faire ça. Il y a des gens qui aiment faire ça. Il y a des gens qui frappent de cécité. Il y a un guide. Ça guide la parler. Qui ça mais Justement, alors que la personne entend. La personne entend. La personne entend. Il y a tout tellement entendez ça, vous ne l'attendez de moi. Non, mais justement, c'est ça. Parce que ça traduit l'idée que, voilà, l'homme même qu'on n'a pas les yeux, ou bien qu'on n'a plus les yeux, c'est comme quoi on est sourd, on n'entend pas, etc. Alors que c'est faux. Vraiment, c'est faux. Et puis tu as des passages qui sont très touchants dans ce livre. Côté, l'auteur explique qu'il y a des gens qui en situation de cécité, qui marchaient en belle distance, viennent acheter journal pour aveugles, qui retournaient, qui dans la rue, qui marchaient pour contour. Dès lors que la personne gagnait une mémoire de la route et tout, une carte mentale si tu veux aussi. Alors, je dirais de préférence une mémoire spatio-temporelle. Absolument. Donc, justement, ben, écoutez, par exemple, moi, et toute route que je compte faire et que je viens de faire après tout, donc, j'ai ça comme représentation de ma tête. Parce que, écoutez, D'Angelo, dans le texte que tu as lu, justement, eh bien, Maurice de Lastisgrande, il l'a si bien mentionné. Écoutez, être en situation de cécité ne veut pas dire pour autant que la personne est dépourvue de toutes ses capacités intellectuelles. Ouais. Donc, il y a, faisons un petit exercice ça, un petit exercice ça. Fais mesure tout simplement. Eh bien, D'Angelo, est-ce que ça veut dire pour autant que tu oublies tout simplement les belles citations de Nietzsche? Au contraire, au moment belle l'idée de continuer à faire l'émission et j'ai fait. Ça fait génial aussi. Justement. Parce que c'est vrai, que les gens comprennent ça. L'on fait un jour. Est-ce que tout vient de saute? Est-ce que tout est valide socialement? Est-ce que tout n'a pas aucune valeur morale? Non, ou toujours étant un être humain normal. D'où le respect que nous devons aux personnes qui souffrent d'handicap. Justement. Et là, m'a rappelé moi, vieux ami qui voit que m'a utilisé un ordinateur première fois lorsque j'étais à la faculté d'ethnologie. Mais lui, il m'avait tendu la main. Donc, naturellement, je ne me pas rendre compte de ça. Et puis, mais ça arrive tout à l'heure, avec un caméraman qui lance la main barou. Justement, on va voir ça, monsieur Gadi. D'ailleurs, c'est peut-être ça, il y a des techniques. Voilà, lorsqu'on tend la main à une personne en situation de cécité, voilà, et la personne aperçoit le son. Et puis, donc, justement, pour pouvoir l'orienter directement vers mon. Eh bien, D'Angelo, lui, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, et puis, il dit, voilà, et non, mais on ne peut pas faire ça, il n'est pas trouvé. Il n'est pas trouvé que on t'étend là, mais bah, il parle avec et puis l'attendait. Monsieur dit, mais non, pas possible, ça dit là, avant pour me égarer. Alors que la utilise l'ordinateur pour dire qu'il y a des problèmes visuels, il pas ouais. Eh bien, tout simplement, c'est comme un oxymore. Absolument. Cécité et ordinateur ne marcheraient pas de pair, alors que c'est faux. Non, c'est vraiment mal comprendre les choses. Mais il y a un film, tu sais, Frédéric, qui a aidé Mounio, qui a éduqué regard Mounio sur monde qui fait cécité. C'est Le Temps d'un week-end avec Al Pacino. Okay. C'est un film où tendez. Al Pacino, monsieur incarné, un ancien militaire, etc., qui a fait la guerre, et puis il a perdu la vue. Le mec, il fait tout. Il danse même le tango. Justement. Je fais un tango, etc. Monsieur extraordinaire. Et il adorait le Jack Daniel, son whisky. Donc, c'est pour dire que Les aveugles par un aveugle, rappelle le nom de l'auteur. Maurice de Lastisgrande est un très très beau texte que je conseillerais à tout un chacun de lire. Et puis pour terminer, D'Angelo, si tu me permets, sur ce point. D'ailleurs, Denis Diderot, il a fait une description assez plausible, bien que son texte soit un prétexte pour faire part d'une autre idée. Mais et lui, il a dit dans son texte que voilà,
la difficulté qu'ont les aveugles à recouvrer les choses perdues les rend amis de l'ordre. C'est très beau et ceci, c'est très vivant. D'ailleurs, il y a mon papa, Yves Grégoire, c'est vraiment, moi, c'est quelqu'un qui fait m'river jusqu'au côté m'river là. Parce que c'est un homme très positif, j'en profite pour en parler. Lui également, il est frappé de cécité. Et c'est lui qui cuisine, qui fait tout et tout. Attends, ton père est frappé de cécité, il ne voit pas et il fait à manger. Ah non, mais de la pâtisserie, de la bonne cuisine. Voilà, tout simplement. Et là, il y a tout un flot de personnes qui m'ont aidé jusqu'à présent. Et ceci dans les moments de tristesse, parce que vraiment, sur le plan psychologique, lorsqu'une personne est frappée de cécité, de prime abord, elle est tout simplement effondrée. Oui. Et ceci, il y a un refus d'acceptation de soi. Et lorsqu'on parvient à s'accepter socialement, on aura une meilleure estime de soi et sur le plan social, on va s'intégrer grandement. Et ceci, j'en profite pour dire merci à mon parrain, Jean-François Théodate et Jean-Michel Lapin, toute la famille, et puis plein d'autres amis à la faculté d'ethnologie, Institut français, à Iciano, et puis à Notre-Dame, vraiment. Ce sont des gens qui t'ont toujours encadré, qui étaient autour de toi. Mais il y a un aspect dans l'autre livre-là, Les aveugles par un aveugle, qui est extrêmement intéressant. C'est quand l'auteur explique le fait, malheureusement, de perdre la vue, qu'on aiguisait de l'autre sens. Ah, justement, le corps humain est une symphonie. Bon, pas une symphonie pastorale, comme disait André Gide. Justement, mais une symphonie dans la mesure où, certes, il y a ce sens qui n'est plus, mais il y a comme quoi une transposition de ce sens qui va aider les autres sens à être plus performants. Et autre élément qui est très intéressant dans ce livre, ça m'a beaucoup touché. Certaines fois, on dit qu'un aveugle est maladroit, il frappe, etc. et puis, monsieur dit, mais attention, mais il y a des gens qui est maladroit. Justement, d'ailleurs, il y a, sur le plan psychologique, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'apprentissage. Donc, il y a la dyspraxie. La personne fait preuve de maladresse, la personne zozote. Ouais, voilà. Justement, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Tout le monde. Après, justement, ce n'est pas l'apanage d'une personne en situation de cécité. Si on prend les portraits psychologiques d'une personne frappée de cécité, on a tendance des fois à dire que tel aveugle est égoïste et tout. Justement. Mais après, il dit, mais des gens qui voient aussi sont égoïstes. Un aveugle a une psychologie comme tout le monde. Certainement. Et puis, par exemple, dans son texte, il a mentionné lorsqu'on va dans une école spéciale, parce qu'autrefois, on parlait d'école spéciale, on a tendance à voir, avant même de fouler le sol de cette institution, comme quoi on s'attendait à voir des personnes attristées, éplorées. Eh bien, lorsqu'on est de cette institution, tout simplement, on va voir, ce sont des gens qui ont une gaieté, une joie, voilà, qui font preuve d'enjouement dans leur milieu. Et puis on va dire, mais écoutez, et la personne ne voit pas, comment se fait-il qu'elle soit aussi contente? Voilà, il ne faut pas penser. Justement. Merci donc, Frédéric de nous apprendre ça. Il ne faut pas penser. Il faut démystifier ces choses-là dans la société. Une personne en situation de cécité, eh bien, elle n'a tout simplement pas ses yeux, eh bien, tous ses autres sens fonctionnent. Ne pensez pas que vous allez faire quelque chose pour devant lui et puis il ne va pas s'en rendre compte. Et c'est faux. Faux. Il va carrément sentir que quelque chose se passe. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Voilà, je ferme mes yeux pour faire cette annonce. Apprenons dans nos sociétés à respecter les gens qui sont frappés de cécité. Ils sont des êtres humains comme nous et ils méritent comme nous un accès à la culture, un accès au savoir. Vous suivez Délivrez-vous, gardons bonheur. Allez-y, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante, sonnante, stupéfiante de l'émission Délivrez-vous que nous prenons beaucoup de plaisir à vous présenter. Je reçois Jean-Frédéric Grégoire, licencié en psychologie et qui est aussi à l'Université Notre-Dame d'Haïti et qui a derrière lui une formation en anglais, qui aussi a pris une formation en français. C'est quelqu'un qui est frappé de cécité, qui est sur ce plateau et qui est là pour parler de ses lectures. Et j'ai une question en ce sens, Frédéric. Est-ce que des fois, pour lâcher la chose vulgairement, est-ce que ça te fait pas chier que dès lors que les gens te rencontrent, ils ne te parlent que de cécité? Alors, Comme si tu ne pouvais parler que de ça. Justement, alors c'est très bien. C'est la raison pour laquelle il y a une approche humaniste qui dit, voilà, il faudrait qu'il y ait un regard décentré sur la pathologie. Parce qu'en fait, il y a la personne et la pathologie. Donc, lorsqu'on voit une personne, il ne faut pas dire tout simplement, et par exemple, si la personne a le PVVIH dans son sang, il ne faut pas dire, voilà, un CDI. Donc, il faut désadjectiver les pathologies. Il ne faut pas adjectiver les pathologies. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, c'est un CDI. Donc, c'est comme assimiler la personne à sa pathologie. Or, c'est deux choses distinctes. On dirait de préférence, cette personne-là a le PVVIH dans son sang. Il en va de même pour la notion de handicap. Eh bien, c'est une personne qui est en situation de handicap, qui vit avec un handicap. Donc, et justement, j'ai l'habitude de voir ça lorsqu'on me rencontre et puis on va tout simplement d'abord me questionner sur ma déficience. Alors que je suis une personne d'abord avant d'être atteint De cécité, voilà. D'une ou telle déficience. Voilà. Parce que c'est pour ça que le travail qu'on fait est très intéressant. On t'a dit au début de l'émission, moi j'ai une gastrite chronique, ça fait 8 ans, mon estomac est toujours en feu. Mais quand je croise les gens, je ne vais pas dire comment l'estomac est. Justement. Je ne vais pas dire mais l'estomac Voilà, est maltraité tout là. Non, justement. les gens me parlent d'autres choses, quoi. Justement. Et puis d'ailleurs, dans Angelo, il y a ce qu'on appelle les déficiences invisibles. C'est ça, ouais, pour qu'il s'aille sur ça, on met accent. Or, il y a ce qu'on appelle les déficiences invisibles. Ou combien de monde là qui ont des pathologies, etc. Mais vous ne pouvez pas nous compte, puisque pas invisible pour qu'ils soient mis accent sur lui. Absolument. Or, je ne suis pas en fait défini d'abord par ma pathologie. Tout simplement, je suis une personne d'abord, avant tout. Donc, tu dois respecter ma personne et tu ne dois pas me respecter parce que, soi-disant, moi, j'ai une déficience. Ouais, on va respecter d'abord en tant que monde, ensuite, on va respecter moi en tant que. Ouais, parce que ça pour nous veiller, justement, c'est la compassion. Justement, non. Il faut nous veiller et pas gagner à faire compassion. On sont êtres humains pour respecter tout le monde, dont le monde qui va être cécité tout. Certainement, Voilà. certainement. Et puis, d'ailleurs, le respect là, et ça se passe également dans l'accès à la culture. Et d'ailleurs, sur le plan légal, il y a ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur les personnes en situation de handicap, qui ratifiée en 2006 et en 2008 par Haïti. Et bon, d'ailleurs, c'est ça qui va faire une loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Bon, déjà, c'est dommage le fait que Haïti, de nos jours, parle d'intégration. Normalement, on devrait parler d'inclusion. Or, sur le plan conceptuel, il y a vraiment, et sur le plan épistémologique, il y a une nette différence entre l'intégration et l'inclusion. Très vite, et dans la Convention des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle la conception universelle d'Angelo. Puisqu'on est dans un contexte culturel assez particulier, eh bien, d'Angelo, dans la notion, dans la définition des concepts, dans cette convention, eh bien, on dit que la conception universelle, c'est tout simplement, il faut que tous les matériels qu'utilisent les gens qui ne sont pas atteints d'une déficience quelconque, eh bien, ces matériels-là doivent être à la portée de tout le monde. De tout le monde. Par exemple, après, il y a un téléphone, il est tout simplement adapté pour tout le monde, seulement fonctionnalité. Et sa petite parenthèse, où écrime de messages. Mais j'aimerais que tu montres aux gens comment tu écris. Écris-moi salut. Alors, bon, disons, on a fait l'honneur. On t'a montré, Mounio, que tu es autonome quoi, comme être humain, ou écrire message ou fonctionner. Bon, quoi. tout simplement, bon, je ne vais pas aller faire juste ça, mais tout le monde a son iPhone, comme tout l'autre iPhone. Mais seulement qui gagne une fonctionnalité qui permet que, voilà, et moi-même, moi, de ça, là, dis-moi. Ceci, c'est moi qui manipule le correctement. Le moi écrit un SMS. Lili,
Lille. Lille pour... Justement. Voilà, petit message de D'Angelo. Voilà ce que D'Angelo a dit. C'est simple, c'est pas sorcier. Justement. Eh bien, c'est ça la notion de conception universelle. Eh bien, il en va de même pour, par exemple, les livres. Les livres d'Angelo, il faut que ces livres-là soient accessibles à tout le monde. Par exemple, et comme on fait, Yannick Lyons, moi, pas accès à documents liés. Gary Victor, il en va de même, notamment pour les auteurs haïtiens. Alors que à l'extérieur, moi j'ai accès à tout texte. Ouais, Khalil Gibran m'applique tout texte. Ouais. Et là, justement, en parlant de ça, il y en a qui vont remettre en pile, ou devez parler de l'émission, c'est Stéphane Zweig. Stéphane Zweig, justement. Et là, on a tourné sur la notion de cécité également. Stéphane Zweig, dans un recueil de nouvelles liées à la peur, vraiment, il parlait de lui en nouvelle qui relait une compilation invisible. Alors, c'est une image caricaturale d'une personne en situation de cécité particulièrement. Et là, vraiment, dans la littérature, il y a une façon de se représenter la personne en situation de handicap. C'est comme quelqu'un qui attirait la pitié. Or, de la réalité, c'est faux. C'est faux. Maintenant, il y a un anthropologue qui est Sticker. Lui, il a fait une analyse de contenu des différentes façons de se représenter une personne en situation de handicap. Et là, il a pris le texte d'André Gide, Symphonie pastorale. Il a pris ce texte-là, L'étrange cas du Dr. Jekyll. Et là, je remercie mon frère Huygens Millien qui m'avait suggéré ce texte. Et puis, justement, il a présenté ces personnes-là, voilà, dans ces différents textes, eh bien, la personne en situation de handicap est perçue comme étant une personne qui attire la pitié, qui fait pitié, etc. Or, c'est faux. C'est faux. Et toi, tu ne veux pas de pitié. Ah non, mais justement. Pas de compassion. Ah, quand même. Et ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et Stéphane Zweig, t'as marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la première nouvelle qui s'appelle justement La peur avec la jeune femme infidèle. Justement. Justement. Alors, parlant de fidélité, il y a une autre auteure qui s'appelle Paul Salomon. Elle a dit bienheureuse infidélité. Parce que l'infidélité, c'est quoi? Et justement, les partisans de l'approche évolutionniste, je vous dirais que voilà, l'infidélité, c'est une stratégie génétique pour assurer la survie de l'espèce humaine. Mais c'est vrai. Mais de loin, moi, je pense que fondamentalement, naturellement, l'homme n'est pas fait pour rester avec une seule personne. Bon, justement, je ne sais pas qui a eu l'idée d'inventer la fidélité. C'était une très mauvaise idée. La notion de fidélité. Parlant de fidélité, je peux être fidèle à moi-même et ne pas être fidèle à vous-même, à vous. Fidélité, je peux avoir, par exemple, si moi et une femme et moi sommes dans une relation amoureuse, eh bien, je peux quand même, si on n'avait pas établi les clauses, etc., de notre relation, on n'avait pas dit qu'il y aurait quelque part exclusivité sexuelle. Eh bien, et puisqu'on n'avait pas dit ça, et moi, par contre, ça me pensait, eh bien, puisque moi-même, ce n'est pas exclusivité sexuelle, eh bien, quelque part, je suis fidèle à moi-même. Ouais. C'est vrai, dès lors que le couple n'a pas établi en amont un principe de fidélité, n'a pas dit, OK, nous allons batailler pour nos fidèles. Et déjà, Frédéric, si la fidélité était naturelle, les gens n'auraient pas besoin d'établir un pacte. Si les gens vont, est-ce que quand les gens sont ensemble, ils ont un pacte aussi, pas bon coup? Ils disent, OK, malgré ma ouais, pas bon coup. Est-ce que mon Dieu dit comme ça? Non. Vous êtes naturel pour pas dans l'autre monde coup. Fille a dit, OK, malgré ma voix, pas voler comme moi dans bouche. Ça ne se dit pas parce que naturellement, on va voler comme bon. Mais si on dit mon fort fidèle, son effort pour mon fait. Donc fidélité n'est pas naturelle. Bon, mais puis, dans le texte de Stéphane Zweig que j'avais choisi, il y a cette nouvelle qui s'appelle Le bouquiniste Mendel. J'apprécie particulièrement, et là, c'est pour lancer un message aux jeunes, particulièrement qui regardent cette émission, c'est qu'ils doivent s'impliquer dans la société, dans tout ce qui se fait dans la vie en société, dans la cité. Parce que la gestion de la cité doit être commune. Ce n'est pas l'apanage de petits groupes d'une aristocratie. Elle doit être faite par tout le monde. Tout le monde t'a doué intéressé à la chose publique. Eh bien, par exemple, Mendel, qui est un bouquiniste qui savait les titres par cœur, etc., eh bien, lui, il n'est pas intéressé à ça qui passé. Parce que... une petite précision très rapidement. Stéphane Zweig, lui, il a vécu au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il s'est suicidé parce qu'il était profondément attristé par ce qui se passait en Allemagne particulièrement. Le nazisme montait en flèche, quoi. Justement. Eh bien,
le bouquiniste Mendel, lui, il passait le clair de son temps à lire, etc. Il ne regardait même pas les journaux, ce qui se passait. Eh bien, quelque part, il évoluait en marge de la société. Sous prétexte que le peuple voulait garder sa cap faite. Eh bien, un beau jour, il était débarqué, soldat allemand au débarqué, il prend et puis à la velle. Eh bien, tout simplement, il y a ce personnage-là, Madame Sporchill, dans le texte. Eh bien, elle dit, lorsqu'il a raconté à l'autre monde ce qui était arrivé à Mendel, et eh bien, elle dit, Mendel n'a pas commis un crime. Voilà, mais l'autre personnage a répondu, voilà, il n'a certes pas commis un crime, tout simplement, il a commis une bêtise inconcevable, à savoir, il ne se préoccupait pas de ce qui se passait dans son entourage, dans son milieu ambiant. Eh bien, tout simplement, il s'est vu éliminer, il a été éliminé par les soldats nazis. Et ça, c'est intéressant, hein? Justement, eh bien, nous devons, puisque nous n'avons pas évolué supérieur là, nous devons quand ça a passé, on doit savoir ce qui se passe dans la société, on doit s'impliquer activement. Naturellement, et Jean Mounier dit, ne pas rentrer dans on sans bâton. Cependant, on doit faire preuve d'acuité d'esprit, d'intelligence, et ceci pour tout simplement contribuer au bonheur global de la société. On va dire que tu as parlé de gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. On va dire que tu as prescrit au téléspectateur Stéphane Zweig, recueil de nouvelles La Peur, mais quel recueil de nouvelles! Et tu nous as recommandé Les Aveugles par un aveugle. Rappelle-moi son auteur déjà. Maurice de la Cicerane. Et c'est par toi que j'ai découvert ce livre. Hein. Faut croire qu'il faut avoir des invités de ta trempe qui m'apprennent beaucoup de choses. Et après, tu nous parles de Paulo Coelho. Paulo Coelho, l'alchimiste, en effet. Alors, voici un livre qui m'a beaucoup marqué aussi. Hein. Justement. Alors, ce texte-là, je l'ai lu dans un contexte particulier. Parce qu'en 2017, il y a eu un événement malheureux qui s'est produit à la faculté d'ethnologie. Et puis, alors que j'ai composé pour une bourse au ministère des Affaires étrangères, j'étais 3e lauréat. Et puis, j'avais refusé cette bourse. C'était pour Cuba. Et bon, il y a pas mal de raisons. Et puis, il me dit, bon, puisque maintenant en 3e année, je vais finir l'ethnologie bien rapide. Et bon, un mois plus tard, eh bien, D'Angelo, situation arrivée dans l'ethnologie. C'était un moment vraiment difficile pour moi. Et d'ailleurs, je viens de perdre une bourse d'études pour Cuba. Et puis, par contre, j'avais fait le choix d'Haïti. Et justement, surgit ce moment-là de trouble à la faculté. Et justement, j'ai perdu 1 an et demi. Et c'est grâce à cet ami-là, mon frère, Jeffté, c'est ça, non? Lui, il m'a suggéré ce texte. Et puisque lui sait que voilà, Grégoire est un féru de lecture, eh bien, je l'ai lu avec vraiment rage. Et sincèrement, j'ai pu poursuivre ma légende personnelle. Voilà, et de là, la phrase de Paulo Coelho. Et là, j'ai appris à cultiver ces 2 vertus majeures que sont la patience et le courage. Parce que vraiment, pour atteindre votre légende personnelle, ce n'est non sans peine. Vous allez beau galérer pour y parvenir. Maintenant, il faut faire preuve de patience, de courage, sans cependant perdre l'idéal, votre idéal. Tout simplement faire en sorte que vous obteniez toujours votre légende personnelle, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs. C'est exactement pour cette raison que les gens qui nous regardent là doivent lire. C'est parce que la lecture est une voie d'accès à votre légende personnelle. Certainement. Ça va vous construire, ça va vous enrichir. Comme mon invité Grégoire, il est riche d'esprit et cette cécité dont nous parlons n'existe que dans nos yeux. Lui, il est dans une vie riche parce qu'il a dans sa vie beaucoup de lectures, il a des amis autour de lui, il a sa copine qu'il adore beaucoup, journaliste Radio Caraïbe, me fait n'est-ce pas? Hein? Donc, alors, justement, alors c'est renoncer aux croyances limitantes, comme dirait Laurent Gounel. Donc, c'est un auteur que j'adore beaucoup, beaucoup. Et bon, une petite parenthèse, vraiment, si je peux être contextuel également dans le cadre de cette émission. Il y a un autre texte de Paulo Coelho que j'adore énormément et qui concorde bien quelque part à la réalité haïtienne de nos jours, notamment à la notion de sécurité. Ce texte-là, et je peine à imaginer qu'un policier ne lise pas ce texte. C'est La solitude du vainqueur de Paulo Coelho. Dans ce texte, on parle d'un serial killer qui, vraiment, le cas de Igor, pour une femme, lui, il ne cesse de dire que pour toi, Eva, je suis capable de détruire un monde. Et de fait, il a tué pas mal de gens. Pas mal de gens. Et maintenant, dans la société haïtienne, où sévit cette grande criminalité-là qu'on observe, est-ce que les policiers, nos policiers, sont outillés théoriquement
pour comprendre ce qui se passe dans la société. Est-ce qu'il y a vraiment criminologues qui sont à l'œuvre dans l'institution policière, des psychologues, des psychologues qui s'intéressent à la psychopathologie, etc. Et là, je salue toutes mes professeurs, le professeur Robert Moïse, Tamara Georges, etc. Donc, vraiment, qui sont des personnes qui s'intéressent à cette notion-là et beaucoup d'autres psychologues. Jeff Cody sur la notion de traumatisme en Haïti. Vous imaginez, D'Angelo? Parce qu'en fait, nous, humains, nous sommes caractérisés par ce qu'on appelle le sentiment d'invulnérabilité. Parce que si on pensait à notre vulnérabilité chaque jour on finirait par s'attrister. Et lorsqu'un événement malheureux survient, c'est comme imprévisible, on ne s'y attendait pas. Et puisque on ne s'y attendait pas, ça choque, ça dérange. Puisque ça dérange, eh bien, ça va laisser parfois des séquelles, et ceci à bien des égards. Donc, D'Angelo, et là, la lecture peut être une vraie soupape de sécurité, de sûreté et de sécurité. Mais un exutoire, c'est un exutoire. tout simplement. Mais dis-nous, Grégoire, on est sur la fin de l'émission. Est-ce que tu dirais qu'il y a en Haïti une communauté de non-voyants? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des clubs de non-voyants, de malvoyants? Est-ce que c'est structuré à ce niveau ou on n'est pas encore là? En fait, il y a effectivement l'ACHA, qui est la Société haïtienne d'aide aux aveugles. D'ailleurs, je fais un stage de bénévole là-bas, donc je donne mon support. Parce que là, c'est là où j'ai appris l'informatique adaptée, et puis le braille, l'écriture braille, etc. Oui, il y a un club, d'ailleurs, ils ont un centre, une bibliothèque spécialisée, Roger d'Orsainville. Ils ont des livres audio. Mais justement, je les suggérerais publiquement de mettre l'accent sur les livres sur format électronique, sur format PDF, Word, etc. parce que c'est beaucoup plus accessible. Et justement, comment suggérer ça à l'achat sans ne pas suggérer là alors, sans ne pas faire cette suggestion-là au ministère de la Culture dirigé par Pradel Henriquez, avec qui j'ai une expérience en 2018, justement, parce que j'allais participer à un concours. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 2 mois environ, et je le remercie publiquement également. Et puis, oui, l'achat, c'est pour... Après l'achat, je ne connais pas d'autres institutions. Vraiment, l'achat est une référence à la matière. Docteur Payan, Eddy Lemaire, donc toute la communauté, voilà. Et il y a une bibliothèque et on fait pas mal de conférences là-bas. Et d'ailleurs, vous aviez intervenu là quelques années de cela, justement. Hein. Et puis, mais tu as une bonne mémoire. Hein? Ah non, mais une mémoire d'éléphant. Justement, dans le livre Les aveugles par un aveugle, on en parle justement de cette mémoire et forme prodigieuse. Capacité mémorielle que détiennent quelques personnes ayant malheureusement un handicap. On est sur la fin de l'émission. Je remercie ton ami qui t'accompagne. Là, tu étais venu à mon bureau à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Est-ce qu'il te faut toujours des gens avec toi? Ou quand tu es chez toi, tu fais ta vie d'homme? Ah non, mais il ne me faut pas toujours. Justement, c'est la notion d'accessibilité. Pourquoi ai-je besoin d'une personne? C'est tout simplement parce que... Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne suis pas capable de réaliser certaines choses seul? Non. Tout simplement parce que, de préférence, l'environnement n'est pas toujours accessible. Parce que vous dites pas pour qui aveugle, cuite manger. Ou même, au cuite manger tout? Pas trop fort. Là, il faut être honnête dans la vie, pas trop fort. Par contre, je suis en période d'apprentissage. Mais écoute, comment terminer sans cette notion-là? Par contre, puisqu'on parlait des capacités, etc., d'environnement inaccessible, eh bien, il y a de monde vraiment faut que comprendre notion ça. Autrefois, D'Angelo, avec Philippe Roud, avec la classification internationale des handicaps, quand on parlait de déficience là, l'indique une incapacité à en son tour, l'indique un désavantage social. De nos jours, avec Fougerola, et m'a terminé sous point ça, je dis nous que voilà, mais écoute, il y a certes la déficience, mais la personne est encore efficiente. Ok, on parle d'incapacité autrefois, mais aujourd'hui, soyons plus positifs avec les avancées qui se font. Mais écoute, la personne est autrement capable. D'Angelo, pour qui ça, ou même on calé un livre sur support dur, moi-même, moi pas calé sur même support dur là, ok, pas de problème, mais c'est pas grave. Au moins, ma bien sur l'autre support, eh bien, je suis autrement capable parce que au final, nous allons lire le même texte de Gary Victor. On a un accès égalitaire à la connaissance. Justement, je suis autrement capable, contrairement à l'approche ancienne qui disait que voilà, ça induit à son tour un désavantage social. Eh bien,
puisque la personne est encore efficiente, elle est autrement capable, eh bien, elle doit participer pleinement, activement dans la vie sociale, politique, économique, culturelle, sexuelle. De la société. Sexuelle Justement, de la société. À tel essai, il faut me faire taquiner sur ça. Les gens qui peuvent penser que quelqu'un qui est non-voyant serait un incapable, tu as ta copine, ou un ménage ou dis-moi le ménage etc. Quoi. Bon, voilà, pas la gueule de côté là de Gino. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est que la personne est tout simplement pas comprendre l'autre fonctionnalité ou pas fâcher. C'est tout simplement dû à pas fonctionner comme dit la classification internationale de la maladie. C'est tout simplement une altération physiologique au niveau d'un organe spécifiquement. Donc, ça laisse entrevoir quelque part que tous les autres organes fonctionnent à plein régime. Alors, merci Frédéric, ma bonne petite Corée. Très bien, je remercie. Justement, comment ne pas remercier vraiment et toutes les institutions, que ce soit l'Institution Françoise René de la Serre et la faculté d'ethnologie, vraiment la faculté d'ethnologie, et mes amis, Daphné Jeffroy, Jeffté, professeur, toute la famille. Patrice de Renancourt qui présente justement, comment ne pas remercier mon cher professeur, l'éminent, le brillant Patrice Michel de Renancourt. Vraiment, d'ailleurs, c'est par le touchement de ce dernier que j'ai pu venir jusqu'ici. Alors, l'Institut français en Haïti, l'Institut haïtiano-américain, l'Université Notre-Dame, la communauté Notre-Damoise, et enfin ma famille, mes amis, et tout le monde, et mon frère Eugen Smilien, Jadou Herbi, d'ailleurs c'est lui qui est avec moi au studio là, Wadner Willy, c'est tous mes camarades à la faculté, et puis mes professeurs, vraiment d'Angelo, je suis l'expression parfaite d'un combite. Voilà, magnifique. Voilà. Merci Jean-Frédéric Grégoire, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On a fait une belle revue de littérature et on a fait de belles recommandations de textes aux gens qui suivent cette émission. Et c'est exactement cela, le travail de cette émission. Vous recommander des livres qui vont, nous l'espérons, avoir un effet chatoyant dans vos existences. Des livres qui vont illuminer vos vies et qui vont constituer presque des bâtons à partir desquels vous allez pouvoir explorer le monde et comprendre le réel au sein duquel vous vivez. Je remercie le staff technique de la télé qui me permet généralement d'arriver chez vous. Il faut remercier Fekir, le chevronné Fekir qui est toujours là. Alors Fekir a toutes les qualités du monde. Il lui manque une seule chose, les cheveux. On s'en fout, il peut faire ça, il a d'autres qualités. Voilà, Fekir, tu peux me répondre, tu as d'autres qualités. En fait, cheval a fait une finie à Fekir. Il y a un caméraman qui pille chevronné dans la télévision. Et il me semble que Emmanuel, comme caméraman aussi, a aussi ce même problème. La télévision a beaucoup de problèmes. On a que des caméramans chauves. C'est une communauté de caméramans chauves que nous avons à la télé. Jimmy le monteur aussi, je pense que ça commence à avancer aussi. Alphonse aussi, ça va pas trop bien, qui réalise l'émission. Il n'y a que Gamin, il me semble, qui fonctionne bien. Et Jacob, il me semble que ces deux-là ont encore leurs cheveux. Par contre, eux, ils ont du ventre. Il faut dire aux gens qui regardent l'émission, on a une équipe technique avec beaucoup de problèmes. On a un photographe avec une coupe de cheveux qui date des années 60, qui vont bleu là-dedans ou jaune. Il s'appelle Spencer. C'est une équipe, il n'y a qu'Emily, seulement Emily, qui correcte l'équipe là. Emily, c'est la maquilleuse qui nous permet de débarquer chez vous. Merci encore à mon invité. Merci à Patrick Monsillac qui pilote cette grosse machine, mais qui pas chauve, qui commence à prendre ses ventes. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas DG? Gardons bonheur tout le monde. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.